Bonjour tout le monde. Ça y est, il est 10 heures. On va démarrer cette nouvelle formation aujourd'hui. Donc on va avoir à peu près 1 heure ensemble pour pouvoir voilà, discuter et explorer les fonctionnalités d'un produit de Victron Energy qui est la borne de charge pour véhicules électriques. Euh, donc voilà, on va démarrer. Je vous prie de m'excuser puisque j'ai quelques travaux à la maison. Donc il peut y avoir un petit peu de bruit résiduel. Je pense que ça va pas gêner non plus. Voilà, donc on va attaquer avec le programme de la formation d'aujourd'hui. Donc on aura la traditionnelle présentation de Victron Energy. Ensuite, je donnerai des généralités sur les véhicules électriques pour un petit peu expliquer le contexte et différentes informations qui vont être utiles pour cette formation. Ensuite, je ferai une présentation de la borne de charge de Victron Energy, donc le produit en tant que tel. Ensuite, on poursuivra avec des exemples de schémas de principe pour vous montrer un petit peu comment le produit peut s'installer dans un système plus ou moins complexe ou dans une installation domestique. Ensuite, on passera à la phase installation et paramétrage du produit. Et on pourra faire aussi une petite démonstration puisque j'en ai une à la maison. Donc on pourra essayer de jouer un petit peu avec les réglages pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Et puis on terminera avec une conclusion. Attaquons avec la présentation de Victron Energy. Donc Victron Energy, une société familiale qui a été créée en 1975. On a fêté en fait nos 50 ans cette année, un demi-siècle. Donc a été fondée par Monsieur Renaud Vader que vous voyez ici en photo et c'est son fils actuellement qui est directeur de la société. Donc on est reconnu au niveau mondial comme un fabricant de systèmes fiables, performants pour les sites isolés, les bateaux, les véhicules professionnels, les véhicules de loisirs, les systèmes de stockage, les systèmes de secours, les télécoms. Voilà, toutes les applications, on a besoin d'avoir une alimentation électrique continue ou des fois on n'a pas du tout accès au réseau ou au générateur. Ou alors on a accès à l'un ou à l'autre ou les deux, mais on veut quand même prioriser euh, une source renouvelable qui est moins chère. Voilà. On a tout un écosystème de produits euh, qui est, euh, qui est disponible pour cela. Donc cet écosystème-là, vous en avez un petit aperçu. L'idée, c'est que chaque produit dans cet écosystème vient avec une qualité professionnelle, une garantie de 5 ans, des fonctionnalités qui sont sans cesse améliorées, puisqu'on a toujours une équipe d'ingénieurs qui travaille sur des nouveaux firmware, donc des nouveaux micro-logiciels qui permettent de maintenir les produits à jour. Donc quand vous prenez un appareil comme ici, c'est un Quattro, même si vous l'avez acheté il y a 10 ans, vous pouvez toujours bénéficier des mises à jour Victron qui font que ce Quattro a les fonctionnalités que le même Quattro qui est acheté aujourd'hui en 2025. Donc en fait, c'est toute ce support et cette amélioration continue des produits qui est offerte avec l'écosystème Victron. On a aussi la plateforme GX qui est utilisée dans les appareils GX, donc dans les color control, les Serbo GX, les écrans GX, qui est en permanence amélioré. Donc toutes ces fonctionnalités, à partir du moment où vous avez un boîtier Victron, vous y avez accès gratuitement, c'est mis à jour à travers Internet. Et, euh, et voilà, ça constitue l'écosystème, et ce qui fait que tous les composants de l'écosystème vont avoir une fonctionnalité propre et vont pouvoir aussi travailler entre eux pour faire des choses plus complexes ou plus avancées ou plus optimisées. Et c'est aussi l'objectif de cette bande de charge. Donc c'est ça qu'on va voir dans l'heure qui vient. C'est de voir comment la bande de charge peut s'intégrer avec les autres produits Victron et comment ensemble ils peuvent travailler pour faire des fonctionnalités qui sont plus puissantes et plus performantes. Voilà. Aussi à savoir avec Victron Energy, on est leader vraiment sur les solutions de monitoring et de contrôle à distance. Donc on a deux plateformes pour ça. On a Victron Connect, qui est une application qui peut se mettre sur le téléphone ou sur l'ordinateur, qui peut communiquer soit en Bluetooth avec les appareils qui sont Bluetooth ou soit avec un câble pour les appareils qui n'ont pas de Bluetooth et qui permet de faire du paramétrage local et du monitoring local, donc à proximité. Après, on a une plateforme aussi qui sert à faire de la supervision à distance. Donc, c'est la plateforme VRM. Et vous avez du coup la possibilité de gérer une installation, qu'elle soit très simple ou très complexe. Vous avez la possibilité de la gérer en totalité à distance à partir du moment où vous avez une connexion Internet sur site.
Donc pour ça, il faut un boîtier de supervision et contrôle qu'on appelle GX, hein, le Cerbo GX étant le plus connu. Si vous n'êtes pas trop familier avec tout ça, on a des formations qui ont été faites dans les années passées sur ces produits, sur cette plateforme VRM, sur beaucoup de choses. Donc je vous invite à aller le regarder sur la chaîne YouTube. Vous recevrez aussi par mail les liens vers cette chaîne. Et enfin, une dernière petite diapo sur les possibilités qu'offre Victron, c'est la customisation avancée ou l'intégration avancée. Donc, c'est la possibilité en fait d'avoir tout cet écosystème qui communique ensemble, qui communique via le boîtier de supervision et contrôle, et qui permet en fait de faire des fonctionnalités qui sont uniques, que vous pouvez vous-même paramétrer, que vous pouvez vous-même concevoir, que vous pouvez vous-même coder et qui vont vous permettre en fait de proposer des services qui sont uniques et qui sont vraiment faits sur mesure pour vos clients. Donc les exemples, il y en a des centaines et c'est quelque chose qui se développe vraiment beaucoup. Là aussi, le dernier webinaire qu'on a fait en juillet, c'était sur cette thématique. Donc si vous voulez approfondir, je vous invite à le revoir. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour présenter rapidement Victron. Maintenant, on va attaquer sur le cœur de la formation d'aujourd'hui, donc les véhicules électriques et la recharge de véhicules électriques. Donc, on va commencer avec les généralités. Donc déjà, quels sont les différents types de véhicules électriques? Alors, probablement pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà connu, mais c'est quand même important de le redire. Donc, on va dire il y a trois classes de véhicules électriques électrifiés. Ça va être les hybrides non rechargeables. Donc, la recharge externe est impossible. Les hybrides rechargeables, donc c'est des hybrides qui peuvent être rechargés avec une source externe. Hein. Souvent, c'est le réseau, mais ça peut être du solaire, ça peut être un groupe électrogène. Et les véhicules 100% électriques, donc qui sont pas hybridés. Hein. Donc, c'est une seule motorisation, une seule source d'énergie, et là, qui peuvent être rechargés que par de la recharge externe. D'accord. Donc pour les hybrides rechargeables, non rechargeables, je le dis peut-être si c'est pas clair pour tout le monde, mais c'est des véhicules qui sont hybridés entre un véhicule thermique, donc essence ou diesel, un moteur thermique, et un moteur électrique avec un pack de batterie. Donc en général, dans les véhicules hybrides, le pack de batterie est de petite taille. Il est utilisé juste pour faire des petits trajets ou alors à basse vitesse ou alors pour faire de l'assistance de puissance sur le moteur thermique. Le pack, du coup, si c'est un hybride non rechargeable, le pack il va être juste rechargé lors des phases de freinage ou alors à certains régimes de vitesse. Il y a une partie de l'énergie du moteur thermique qui va être utilisée pour recharger la batterie. Et pour les hybrides rechargeables, il va être utilisé dans les deux cas de figure que j'ai cités, mais aussi il peut être rechargé par le réseau ou par une source externe. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une autre source que le carburant essence ou diesel pour faire rouler le véhicule. Voilà. Autre chose concernant la charge. Donc en fait, il y a deux types de charge en termes de courant. Il y a la charge en courant continu qu'on appelle AC. Donc la charge en AC, en courant alternatif, pardon. Donc la charge AC, alternative current ou courant alternatif. Donc cette charge-là, en fait, c'est une charge qui est faite directement dans le véhicule. Donc on vient connecter comment ça s'appelle? Un connecteur. Du coup, en fait, il y a un chargeur qui est intégré dans le véhicule. Donc le chargeur, il est soit monophasé, soit triphasé. Ça dépend du véhicule. Par exemple, si on prend une Renault Zoé, c'est triphasé. D'autres types de véhicules, ce sera monophasé. Et c'est ce qu'on appelle le OBC, On-Board Charger, donc c'est le chargeur embarqué. Donc lui, il va s'assurer de convertir le courant alternatif qui est fourni par la source en courant continu pour que les batteries à l'intérieur de la voiture soient chargées, puisque le pack de batterie est toujours en courant continu. Hein. Les batteries de stockage chimique, donc c'est ce qu'il y a dans les batteries, hein, c'est du lithium. Il y a différentes chimies de batteries au lithium, on va pas rentrer dans le détail. Mais c'est toujours du courant continu. Donc en gros, le chargeur qui est embarqué dans la voiture va transformer ce courant alternatif en courant continu. Ensuite, il y a un deuxième type de charge, c'est la charge en DC. Donc là, il n'y a plus de conversion AC vers DC. Donc c'est une borne de charge de haute puissance. En général, c'est des infrastructures qui sont placées voilà, dans des lieux spécifiques, hein, donc des stations, services, des bornes dans des centres commerciaux, dans des hôtels,
en bord d'autoroute nationale ou enfin de route nationale ou d'autoroute. C'est pas des choses qu'on a à la maison. Et du coup, la charge en DC, elle peut se faire à une très grosse puissance puisqu'on est plus limité par le OBC, là, le chargeur qui est embarqué dans la voiture. Et donc, en général, là, on parle plutôt de dizaines de kilowatts, voire centaines de kilowatts. La conversion AC-DC se fait dans la borne elle-même. Donc, si on regarde les photos, là, vous allez voir les différents types de charges et les différents types de bornes. Pour montrer un petit peu les types de chargeurs qu'on va avoir pour charger un véhicule électrique, il va y avoir le chargeur portable. Donc c'est ce type de chargeur. Donc c'est un petit chargeur, ça fait une trentaine de centimètres. Là, vous voyez ici, vous avez une prise que vous mettez dans une prise domestique. Et ce chargeur va se connecter sur la voiture. Il va envoyer du courant alternatif. Donc il n'y a aucune conversion qui est faite dans ce boîtier, hein. C'est juste le courant du réseau qui circule. Et en fait, la voiture, elle, va utiliser ce courant alternatif pour se charger. Alors, vous comprenez bien que ce type de petit chargeur portable, on peut pas avoir une grosse puissance de charge, puisqu'on est contraint par la prise. En général, les prises domestiques, c'est du 16 ampères. Et 16 ampères, c'est vraiment la limite maximale de la prise, puisque ça va dépendre du câble, ça va dépendre du disjoncteur de protection qu'il y a derrière. Mais en général, le chargeur portable ne va pas soutirer plus de 12 ampères sur cette prise. Il y a souvent un petit capteur de température sur la prise elle-même, parce que comme on charge à 12 ampères, des fois pendant des heures et des heures, des fois toute la nuit, donc pendant 10 heures d'affilée, ça peut conduire à des surchauffes de la prise et du coup à des problèmes de sécurité. Donc c'est des chargeurs qui sont en général pas utilisés de manière euh, continue, c'est pas utilisé en permanence, c'est plutôt utilisé c'est plutôt utilisé de manière occasionnelle quand on se déplace et quand on est dans un endroit où on n'a pas une infrastructure pour stocker. On n'a pas, par exemple, une wallbox là ou une borne de charge et on n'a pas non plus une grosse borne d'essai. Donc voilà, ça tient dans le coffre de la voiture. On peut toujours le garder avec soi et ça peut dépanner, mais ça recharge lentement. En général, on va récupérer peut-être de l'ordre de 20 ou 30 kilomètres d'autonomie par heure, quelque chose comme ça. Ça dépend. Mais voilà. Donc ça, c'est les chargeurs portables. Ensuite, il y a les bornes de recharge domestiques. Donc le principe est le même, sauf que cette borne de recharge, elle est vraiment fixée au mur. C'est une installation fixe et elle est câblée sur l'installation domestique de la maison avec un câble spécial qui est plus gros qu'une prise 16 ampères. Donc en général, on va mettre du 6 carré. Ça permet de transporter beaucoup plus de puissance. Ça peut éventuellement être triphasé si le chargeur embarqué dans la voiture est triphasé. Et du coup, c'est vraiment la borne là qu'on va étudier aujourd'hui. Là, j'ai mis une borne quelconque, mais la borne qu'on va étudier, c'est Victron. Et avec ce type de borne, généralement, on peut aller jusqu'à 32 ampères. Évidemment, si l'abonnement domestique de la maison le permet, ou si c'est pas une maison, si c'est un bureau ou une entreprise, il faut évidemment qu'il y ait la capacité de gérer 32 ampères. Donc ça, ce type de borne de recharge permet de faire de la charge à la maison, mais de manière beaucoup plus accélérée qu'avec un chargeur portable, puisqu'on va pouvoir aller quasiment 3 fois plus vite pour charger. Et si on est en triphasé, 32 ampères en triphasé, c'est 9 fois plus rapide que 12 ampères en monophasé. Hein, là, vous voyez ce petit chargeur portable, c'est monophasé. Là, c'est du triphasé. Après, donc les bornes peuvent apporter des fonctions intelligentes supplémentaires, comme celle de Victron, et c'est ce qu'on va détailler après. Et puis là, c'est le chargeur, la borne de recharge en DC, en courant continu, que je vous présentais tout à l'heure. Donc en général, c'est des bornes qui font 2 mètres de haut, qui pèsent plusieurs centaines de kilos. À l'intérieur, il y a une conversion AC vers DC, et ça permet de recharger avec un certain type de prise, là, ce qu'on appelle combo CCS, où il y a directement une borne DC, et ça permet de recharger le pack de batterie qui est dans la voiture directement en courant continu. Donc avec un rendement qui est plus élevé et puis surtout avec un courant, une puissance de charge qui est beaucoup plus forte. Donc ça va de dizaines de kilowatts jusqu'à centaines de kilowatts. Ça dépend évidemment du véhicule. Ça dépend évidemment de l'état de charge des batteries dans la voiture, parce que quand les batteries sont presque vides, elles peuvent recevoir un gros courant, quasiment la puissance maximum. Par contre, quand les batteries commencent à être pleines, donc en général autour de 70-80% d'état de charge, la puissance de charge se réduit. D'accord? Donc la borne, elle, va s'adapter en fonction de l'état de charge des batteries dans la voiture.
Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un aperçu des, on va dire, des trois grands types de chargeurs qu'on va pouvoir utiliser pour recharger un véhicule électrique. Et comme je le disais, celle qui nous intéresse, c'est celle du milieu, c'est les bornes de charge domestiques. D'accord? Après, on se peut aussi se poser la question du type de connecteur. Donc en Afrique, il y aura différents types de connecteurs qui vont être utilisés. Ça va dépendre de la provenance des véhicules. Sachant qu'en Europe, le type qui est utilisé, c'est le type 2. Et c'est un peu un standard vers lequel beaucoup de fabricants commencent à tendre. Par exemple, les standards japonais, ils commencent un petit peu à disparaître. Après, il faut savoir que c'est juste des types de connecteurs. Donc après, on peut trouver des adaptateurs sur le marché qui peuvent, par exemple, faire passer d'un adaptateur japonais à un adaptateur européen ou d'un adaptateur européen à un adaptateur chinois. Des fois même, c'est fourni avec le véhicule. Mais c'est important de le savoir. Donc là, sur la borne de recharge Victron, c'est un adaptateur ou un connecteur de type 2. C'est celui-ci. Vous avez ici en photo. Désolé pour la qualité, c'est un peu bas, mais je pense qu'on voit suffisamment. Donc en fait, il y a trois connecteurs pour la puissance et il y a deux connecteurs pour la communication. Donc la communication sert en fait à interfacer le chargeur portable ou la borne de recharge ou la borne d'essai avec la voiture. Donc pour avoir la communication, quel est l'état de charge de la batterie, la température des cellules. S'il y a le moindre erreur sur le pack de la batterie de la voiture, le BMS peut informer le chargeur. Et on comprend que c'est évidemment un élément vital de sécurité. Et puis là, vous avez les cinq connecteurs qui sont la puissance. Donc il y a le connecteur de terre, hein, le PE, Protective Earth, le neutre et les trois phases. Donc, si vous avez un chargeur dans la voiture qui est monophasé, vous utiliserez que la phase 1 et phase 2 et 3 serviront pas. D'accord? Voilà. Autre information concernant la charge de véhicule électrique pour donner des ordres de grandeur. On parle d'énergie, donc c'est important d'en avoir. La taille des batteries dans un véhicule électrique, ça va généralement de 30 à 80 kWh. Donc 30 kWh, ça va être considéré comme une petite batterie, donc c'est plutôt pour les véhicules citadins. 80 kWh, ça commence à être des grosses capacités de batterie sur des véhicules plutôt routiers qui sont faits pour faire de l'autoroute ou des grandes distances. En général, avec 80 kWh, on va atteindre de l'ordre de 400, 500, voire 600 km d'autonomie, alors qu'avec 30 kWh, on est plutôt autour de 150, 200, 250 km d'autonomie. Sachant que l'autonomie varie suivant la consommation. Donc là aussi, je vous ai mis des ordres de grandeur. La consommation va généralement de 12 à 20 kWh pour une voiture et ça va dépendre de plein de facteurs. Donc ça, c'est 12 à 20 kWh au 100 km. D'accord? Donc la consommation va dépendre de la vitesse. Évidemment, plus vous roulez vite, plus la consommation augmente. Le style de conduite, si vous faites des accélérations très fortes et des freinages importants, même si le véhicule il régénère l'énergie au freinage, il y aura quand même des pertes de la conversion lorsque vous régénérez l'énergie au freinage. Si vous utilisez la climatisation ou si vous utilisez le chauffage, si vous avez des parcours où il y a des gros dénivelés, par exemple de la montagne, évidemment le rendement ou la consommation va varier. Le poids du véhicule, le type du véhicule, son coefficient de pénétration dans l'air. Donc il y a plein de choses, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée de ce qu'on va trouver. Certains véhicules très efficaces vont même descendre en dessous de 12, alors que d'autres véhicules qui sont massifs, qui sont pas très efficaces, vont consommer plus de 20 kWh au 100. D'accord? Mais en tout cas, en Afrique, un système solaire qui fait 4 kilowatts crête, donc ça va dépendre évidemment des zones, hein, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, océan Indien, on va avoir des variations un peu, mais là j'ai pris sur 5 kWh par mètre carré par jour, donc c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. On peut parcourir avec un système comme ça génère assez d'énergie pour parcourir 75 à 100 km par jour. Généralement, ça suffit largement, voire même moins que ça. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, avec une installation de cette taille-là, on peut déjà parcourir pas mal de distance. Euh, et voilà, ça permet un petit peu de pondérer un petit peu les ordres de grandeur. Là, vous avez une photo d'une installation avec un système Victron, un système Fronus en couplage AC, des batteries et puis la borne de recharge qui va recharger la voiture. Voilà, donc ça c'était pour les ordres de grandeur. Pab, je sais pas si il y a des questions déjà sur ça ou des choses qui n'ont pas été claires.
Non, pour le moment, ça va. Ok, très bien. Eh ben, on va poursuivre. Donc maintenant, on va discuter sur la borne de recharge Victron. Je vais vraiment vous présenter le produit et vous expliquer comment il fonctionne. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux modèles de bornes de recharge Victron. Il y a le modèle que vous avez à gauche, qui est la borne de charge Victron NS. Donc NS, c'est New Style ou nouveau style, on va dire, qui est une borne de recharge qui est assez épurée, donc qui est plutôt orientée vers un design minimaliste. Avec des coques qui sont interchangeables. Alors, on voit pas très bien ici, mais vous avez en fait la coque ici en plastique, elle peut être bleue pour Victron évidemment, mais elle peut aussi être noire ou blanche. Vous avez le connecteur ici type 2 qui est présent en façade, et puis vous avez un bandeau LED en fait qui va en fait changer suivant l'état de charge. Enfin, suivant le type de charge, donc si la borne est en attente, si elle est en train de charger le véhicule, si le véhicule est déjà chargé, si éventuellement la borne s'est déconnectée parce qu'il y avait une surcharge sur l'installation, ou qu'elle est en attente d'énergie solaire pour charger la voiture, le bandeau LED va indiquer tout ça. Vous avez la deuxième version, qui est la version qui a été sortie en premier historiquement, ça doit faire déjà 5 ans. 5 ou 6 ans. Et c'est une version plus industrielle, alors voilà, peut-être moins orientée sur le design. L'avantage de cette version, c'est qu'elle a un écran. Donc l'écran permet, c'est un écran tactile, donc ça permet d'avoir du coup une remontée d'informations sans passer par ici le Bluetooth et l'application Victron Connect. Donc avec l'écran, on peut voir plus de choses sur ce qui se passe dans le système. Et puis on peut aussi avec le bouton tactile, on peut démarrer et arrêter une charge, ou on peut changer le mode de charge de la station. D'accord. Donc ça, c'est les deux modèles. Mais après, en termes de hardware, donc le matériel qui est dans la borne, c'est exactement le même. Donc à part l'écran, bien sûr. Et aussi en termes de micro-logiciel, c'est exactement le même micro-logiciel. Que vous ayez la borne NS ou la borne classique, c'est exactement le même micro-logiciel. Donc après, ça va plus être vraiment, si vous faites un choix, ça va vraiment être sur le goût esthétique et sur la fonctionnalité qui est apportée par l'écran. Donc moi personnellement à la maison j'ai choisi celle avec l'écran puisque je pensais que c'était assez intéressant de pouvoir démarrer et arrêter la charge quand on est à proximité du véhicule. Euh, Autre caractéristique technique du produit, donc c'est un produit qui peut fonctionner en monophasé ou en triphasé et qui va pouvoir gérer des charges maximales hein, qui vont à 7,3 kW en monophasé, donc ça fait 32 ampères sur une phase, ou 22 kW en triphasé, donc 32 ampères par phase. Donc c'est quand même assez puissant. Euh, la connectivité du produit, elle est en Wi-Fi et aussi en Bluetooth. Donc soit l'un, soit l'autre. On va voir dans quel cas de figure on peut utiliser l'un ou l'autre. Le connecteur qui est en façade de la borne, c'est un connecteur de type 2, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc si le véhicule que vous utilisez n'est pas type 2, il faudra que vous prévoyez un adaptateur, soit du côté du véhicule, soit du côté de la borne. D'accord? Il faut savoir aussi que le câble type 2 n'est pas inclus. Donc là, on voit sur la photo, il y a un câble. Là, il y a la partie qui se branche dans la station. Là, il y a la partie qui se branche dans le véhicule. Il y a des câbles sur le marché qui font différentes longueurs, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Mais le câble n'est pas inclus. Donc ça, il faut bien le prévoir. Donc souvent, le câble, il est fourni avec la voiture. Mais s'il n'est pas fourni avec la voiture, il faut que vous prévoyez avec votre client de lui en fournir un. En général, ça vaut une centaine d'euros, donc dans les 65-70 000 francs CFA. Euh, Comme j'ai expliqué, on a un anneau lumineux sur la borne, que ce soit la borne New Style ou la borne classique. Pardon. Et cet anneau lumineux, il est configurable, donc vous pouvez vous-même modifier les couleurs suivant ce que vous voulez faire. Et c'est une borne qui a un indice de protection IP44, donc elle peut être installée en extérieur. Concernant la communication, donc on a en fait plusieurs interfaces de communication avec cette borne. Donc évidemment, si vous avez pris la borne classique, il y a l'écran tactile, qui est l'interface de communication, on va dire, la plus intuitive, puisque c'est directement sur le produit. Vous pouvez aussi utiliser une page web. Donc une fois que la borne elle est connectée sur un Wi-Fi, vous vous connectez aussi sur ce Wi-Fi, vous tapez l'adresse IP de la borne et vous pouvez via une page web accéder à
toute l'information sur la borne et aussi les configurations. Vous pouvez aussi la communiquer avec la borne via un appareil GX. Donc, si vous êtes dans une installation avec un appareil GX, peu importe l'appareil, hein, vous connectez à partir du moment où l'appareil GX et la borne sont connectés sur le même réseau Wi-Fi. Euh, ils vont communiquer ensemble en mode bus TCP. Et du coup, l'appareil GX va vous permettre aussi du coup d'avoir accès à la borne, donc soit via l'écran tactile si vous utilisez un GX Touch ou si vous utilisez un Écrano, ou soit via le remote console, la console à distance, ou toutes les fonctionnalités habituelles que vous avez avec les appareils GX. Et puis enfin, une autre fonctionnalité pratique, c'est en Bluetooth. Vous prenez votre téléphone et avec Victron Connect, vous pouvez aussi accéder à la borne. Vous pouvez la visualiser. Donc c'est l'image que vous avez ici, hein. Vous avez beaucoup d'informations qui sont disponibles via Victron Connect. Et si vous cliquez sur la roue dentée, vous aurez aussi accès à des réglages si vous voulez configurer la borne. Donc ça, c'est vraiment les quatre manières de communiquer avec la borne. Là, vous avez ici, je vous ai mis une copie d'écran du panneau de contrôle que vous avez quand vous utilisez une adresse IP. D'accord? Et je vous ferai la démonstration tout à l'heure aussi sur mon système. Voilà. Ensuite, sur le principe de fonctionnement de cette borne, donc en fait, on va retrouver trois modes de fonctionnement que je vais aussi expliquer un petit peu plus en détail, surtout quand on va rentrer sur la partie paramétrage. En gros, il y a un premier mode qui est le mode manuel. Donc le mode manuel, il est très simple. C'est que vous définissez manuellement quelle est la puissance de charge que vous voulez envoyer dans la voiture. Et en fait, la borne va charger la voiture comme ça, quelles que soient les conditions d'ensoleillement ou les conditions de batterie. Pardon. Donc, il va utiliser soit la batterie, soit le solaire, soit le réseau, soit le groupe électrogène. Ça, après, c'est votre système Victron. Ça va dépendre comment vous l'avez programmé en termes de priorité. Il y a des systèmes où on va prioriser le solaire et les batteries. Il y en a d'autres où on va prioriser le réseau. En fait, la borne, elle va juste appliquer la charge au véhicule. Donc, si vous la configurez, par exemple, sur un courant de charge de 10 ampères, 10 ampères en 230 volts, ça fait 2300 watts. Donc, la borne de charge va envoyer 2,3 kilowatts. Enfin, elle va autoriser le véhicule à prélever 2,3 kilowatts. Et du coup, le véhicule va se charger avec 2,3 kilowatts jusqu'à ce que la voiture soit chargée. D'accord? Donc ça, c'est le mode manuel, donc c'est très simple. Vous pouvez lancer manuellement la charge avec Victron Connect. Vous pouvez le faire avec l'écran tactile sur la borne classique. Et puis, vous pouvez aussi configurer la borne pour que dès que le câble est branché, ça lance automatiquement la charge. Donc, dès que vous connectez la voiture, après être rentré à la maison, vous branchez votre câble et automatiquement, ça va lancer la charge. Donc ça, c'est quand on est en mode manuel. Ensuite, il y a un mode planifié. Donc là, ça permet de définir des plages horaires où vous voulez restreindre la charge ou au contraire autoriser la charge. Donc ça, c'est typiquement quand on a accès à des tarifs qui sont préférentiels, par exemple la nuit, ou alors des fois si on veut interdire la charge pendant les heures de pointe. Donc des entreprises qui ont des abonnements en moyenne tension ou des abonnements industriels. Des fois, ils ont des heures de pointe où l'électricité est excessivement chère. Donc, avec le mode planifié, on peut interdire à la borne de recharger la voiture pendant ces heures de pointe. Et au contraire, on peut forcer la borne à charger, par exemple la nuit, quand le courant, le kilowattheure est le moins cher. Ou à la maison aussi, ça peut être le cas. Dans certains pays, on a des heures tarifaires qui sont préférentielles la nuit. Donc voilà, la borne va gérer ça de manière tout à fait automatique. Et vous avez un planning où vous pouvez définir suivant le jour de la semaine et suivant les heures à quel moment vous chargez. D'accord? Et puis surtout, il y a un troisième mode qui est le mode automatique, le mode auto, qui est un mode du coup qui est vraiment, on va dire, la grosse valeur ajoutée de cette borne. C'est qu'en fait, la borne va pouvoir piloter la puissance de charge de la voiture en fonction de la puissance solaire disponible, ou plutôt en fonction de l'écart que vous avez entre ce que vous produisez en énergie solaire et ce que vous consommez. D'accord? Donc, si vous produisez par exemple 3000 watts d'énergie solaire et vous consommez 500 watts, la borne va savoir que vous avez 2500 watts d'énergie solaire qui sont disponibles à l'instant T. Et du coup, il va donner l'instruction à la voiture de recharger avec 2500 watts de puissance. Si
À un moment, vous allumez un équipement qui consomme beaucoup et que vous passez d'un coup de 500 watts de consommation à 2000 watts de consommation, vous n'aurez plus que 1000 watts de disponible pour recharger la voiture et donc la borne va réduire la puissance de charge de la voiture à 1000 watts. Inversement aussi, si vous consommez toujours la même chose, donc vous consommez toujours 500 watts, mais là le soleil, la production solaire baisse d'un coup et que vous baissez la production à 500 watts également, il y aura plus du tout de puissance disponible en excédent et du coup la borne de charge va arrêter la charge de la voiture pour éviter de décharger la batterie ou de prendre sur le réseau et va attendre que le soleil revienne. Donc ce mode de charge automatique, il est intéressant quand on veut vraiment utiliser l'énergie solaire pour recharger sa voiture et en fait faire le plein gratuitement. Évidemment, le mode automatique, il va dépendre de la météo et il va dépendre de comment vous utilisez l'énergie. Donc si on va dire les planètes ne sont pas bien alignées et qu'il fait pas assez d'ensoleillement ou que vous consommez trop d'énergie à la maison, il y aura pas assez d'énergie disponible pour charger votre voiture. Vous pouvez laisser la voiture chargée toute la journée et il est possible que vous ayez récupéré que quelques pourcents d'autonomie parce que vous êtes en mode automatique. Donc voilà. Après, vous pouvez évidemment très facilement changer le mode manuel au mode automatique. Mais en tout cas, voilà, c'est la fonctionnalité du mode automatique. Et quand on réfléchit, en général, une voiture a une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres, souvent autour de 300, 400, 500 kilomètres. En général, en utilisation quotidienne, on fait pas 400, 500 kilomètres tous les jours, à moins d'être un professionnel. Donc, c'est plutôt de l'ordre de 20, 30, 40, 50 kilomètres par jour, des fois 80, des fois 100 pour ceux qui vivent en banlieue ou qui font beaucoup de kilomètres. Mais donc, du coup, la voiture a plusieurs jours d'autonomie. Donc, on peut se permettre d'utiliser, par exemple, le mode automatique. Et même si un jour il faisait pas beau, on n'a pas récupéré beaucoup d'énergie, c'est pas grave, il nous reste beaucoup de kilomètres d'autonomie dans la voiture. Et si le lendemain on a du beau temps ou qu'on n'est pas à la maison et que on utilise peu d'énergie, la voiture peut se recharger et récupérer beaucoup d'autonomie en une journée. Donc voilà, c'est vraiment l'intérêt du mode automatique avec cette borne Victron. Vous avez aussi des widgets qui permettent une application pour montre connectée qui permettent aussi de facilement piloter la borne. Donc, on peut modifier le mode de fonctionnement, on peut modifier la puissance de charge quand on est en mode manuel, et on peut bien sûr récupérer de l'information sur combien d'énergie on a envoyé dans la voiture avec le widget. Donc là, sur votre téléphone ou sur le téléphone de votre client, vous pouvez installer un petit widget. Il faut évidemment que la borne elle soit connectée à un appareil GX pour ça, parce que la borne en elle-même a besoin de l'appareil GX pour se connecter sur VRM. Et après, en fait, le widget ou la montre connectée va utiliser VRM pour récupérer l'information de la borne. D'accord? Donc, on va pouvoir voir tout ça sur son téléphone sans avoir à ouvrir une application. Tout est disponible directement sur l'écran d'accueil et on peut piloter la charge de sa voiture. C'est la même chose avec la montre. Au poignet, on peut voir ce qui se passe. Donc, c'est un peu un gadget, mais ça peut être utile dans certains cas. À savoir aussi, dernier point, j'en ai parlé un petit peu quand j'ai présenté Victron, comme tous nos produits, c'est des produits puissants qui permettent une intégration avancée pour faire vraiment des fonctionnalités intelligentes. Donc cette bande de recharge, elle peut être utilisée dans l'environnement Node-RED pour comment pour pouvoir faire de la programmation et des fonctionnalités qui sont encore plus puissantes que celles que j'ai présentées. Donc ça, c'est vraiment pour ces fonctionnalités Node-RED, hein, je le redis, c'est pour vraiment les installateurs ou les professionnels qui sont déjà très à l'aise, qui sont déjà très experts sur toutes les solutions Victron. Vous pouvez rentrer dans l'environnement Node-RED et vous allez pouvoir implémenter des fonctionnalités. Si c'est des fonctionnalités qui sont pas déjà intégrées dans le produit, vous pouvez vous-même les concevoir. Vous pouvez vous-même piloter votre borne suivant des conditions externes. Si vous voulez faire une intégration domotique, par exemple, la maison de votre client a déjà des équipements qui sont connectés, a déjà des fonctionnalités domotiques, vous pouvez venir intégrer la borne de charge Victron en domotique et la piloter avec un contrôleur externe, par exemple. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner cette information que ça existe et c'est possible. Voilà. Donc ça, c'était la présentation de la borne.
Je vais vous donner maintenant des exemples de schémas de principe pour que vous compreniez un peu comment la borne peut être câblée et comment elle peut être utilisée dans une installation. Pape, encore une fois, je te demande, est-ce qu'il y a des questions? Ok, bonjour Monsieur Clément. La question était sur le système de 4 kW crête. Les Oui. gens demandent quel type de convertisseur utiliser. Eh ben justement, c'est bien parce que la question anticipe un peu sur la partie des schémas de principe. Donc on va voir comment la borne elle s'intègre dans un système et comment elle peut utiliser en fait l'énergie solaire de ce système de 4 kilowatts par exemple et avec quel convertisseur. D'accord? Très bien. C'était tout, il y avait d'autres questions? Non, les autres questions, ça va. Ok, ça marche. Eh ben allons-y. Donc des exemples de schémas de principe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller du plus simple au plus compliqué. Et on va commencer avec un schéma de principe très très basique où vous avez une installation domestique ou tertiaire, peu importe, vous avez une installation électrique avec des sources. Ça peut être le réseau, ça peut être un groupe électrogène, ça peut être les deux, ça peut être un seul. Pardon. Et vous avez les charges domestiques que vous avez à la maison. Donc là, bien sûr, entre le réseau et vos charges domestiques, il y a un tableau électrique avec un disjoncteur de tête, etc. Mais vous allez venir juste brancher la borne de recharge sur le tableau électrique, sur l'installation électrique domestique. Et en fait, la borne va être utilisée du coup pour recharger la voiture. Donc dans ce cas-là, la seule chose que vous allez pouvoir faire, c'est régler la puissance de charge de la borne. Donc vous allez définir combien d'ampères la borne peut prendre sur votre installation. Donc ça va dépendre de la capacité de votre connexion au réseau ou de la capacité de votre groupe électrogène. Et ça va dépendre aussi de la taille du disjoncteur. Et puis, vous allez définir aussi une plage de chargement. Donc, si vous voulez charger que la nuit ou charger que la journée ou éviter de charger pendant les heures de pointe, quand l'énergie coûte très cher, vous allez pouvoir définir la charge planifiée. Mais en gros, c'est la seule chose que vous allez pouvoir faire. Donc, utiliser la borne en mode manuel, d'accord? Et non pas en mode automatique, puisque là, il n'y a pas de solaire dans cette installation, donc on ne peut pas utiliser le mode automatique. Donc, on va utiliser seulement le mode manuel et le mode planifié. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser le monitoring local, vu que la borne est Bluetooth. À proximité de la borne, vous allez pouvoir, avec votre application Victron Connect sur le téléphone, vous allez pouvoir piloter la borne, démarrer ou arrêter une charge. Vous allez pouvoir voir aussi combien de temps a duré votre charge, combien de kilowattheures vous avez mis dans la voiture. Et ça va enregistrer aussi l'historique de toute l'énergie qui a été chargée dans la voiture depuis que vous avez installé la borne. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont assez limitées, parce que là, évidemment, on est sur une installation très très simple, mais déjà, ça permet de faire une recharge surtout plus rapide que si on utilise le chargeur portable de la voiture qui est limité à 12 ampères. Là, avec la borne de recharge Victron, on va pouvoir aller jusqu'à 32 ampères, monophasé ou triphasé, donc évidemment, on va pouvoir recharger la voiture beaucoup plus vite et avec une communication en local qui est plus puissante. D'accord? Maintenant, on va utiliser la borne, mais on va l'associer avec un appareil GX. Donc, un Serbo GX ou un Ecrano GX ou un Venu GX, peu importe, vous avez compris le principe. Le Venu GX va être connecté sur le Wi-Fi de la maison ou du bureau ou de l'installation et la borne aussi. Et à ce moment-là, elles vont pouvoir communiquer ensemble. Donc, l'avantage, c'est qu'on va retrouver les mêmes fonctionnalités qu'on avait dans le diapo précédent, mais on va pouvoir ajouter un monitoring global. Donc ça veut dire que l'appareil GX va nous permettre, vu que lui il est connecté à Internet et qu'il est connecté à VRM, ça va permettre de faire un monitoring complet à distance de la borne. Donc ça peut être aussi à travers les applications que j'ai dit, donc le widget qu'on peut avoir sur le téléphone ou la montre connectée, ou tout simplement en ouvrant VRM sur votre téléphone. Vous pouvez aussi piloter l'arrêt ou la marche euh, de, de la bande Victron. Vous pouvez aussi modifier la puissance de charge. Donc tout ça, tout ce que vous pouviez faire avant, vous pouvez aussi maintenant le faire à distance. C'est bien, mais ça reste encore un peu limité. Donc on peut aussi rajouter une autre fonctionnalité, c'est de venir mettre un compteur d'énergie qu'on va placer en tête d'installation. Donc ce compteur d'énergie, par exemple, si on prend un compteur Victron, on utilise un ou trois, ça dépend si c'est monophasé ou triphasé. On utilise des transformateurs de courant qui sont connectés sur le compteur. On connecte le compteur avec un câble VE-CAN avec le Serbo GX. Le Servo GX communique avec la borne en Wi-Fi.
Et là, à ce moment-là, on ajoute une nouvelle fonctionnalité, c'est la possibilité de contrôler la puissance de charge du véhicule en fonction de la puissance qui est soutirée par les équipements ici. Donc, on peut prendre un petit exemple pour illustrer ça. Vous avez ici une connexion au réseau qui est de 30 ampères. Donc votre disjoncteur qu'a fourni la Compagnie nationale d'électricité fait 30 ampères, il est plombé, vous pouvez pas le changer. Si vous soutirez plus de 30 ampères, vous allez faire sauter le disjoncteur et vous serez obligé de le réarmer à la main. Ou si c'est un compteur prépayé, il va disjoncter tout seul et il va redémarrer au bout de quelques minutes. Donc ce que va faire l'installation là, c'est que si vous consommez par exemple 20 ampères ici sur vos équipements, climatiseur, machine à laver, frigo, télé, il vous reste 10 ampères de disponible. Donc en fait, comme le compteur ici il mesure la puissance qui est soutirée à la fois par la borne de charge et à la fois par les équipements de la maison, il va savoir combien la borne peut prendre pour charger la voiture. Donc là, en l'occurrence, il reste 10 ampères de libre et du coup, la borne va prendre 10 ampères pour charger la voiture. Euh, Si on éteint des équipements et qu'on consomme seulement 5 ampères, à ce moment-là, il nous reste 25 ampères de libre sur la connexion réseau. Et du coup, la borne de charge, dans la minute qui suit, va augmenter la puissance de charge de la voiture à 25 ampères pour la recharger plus rapidement. Donc vous avez compris le principe, c'est qu'on va pouvoir gérer de manière dynamique d'une minute à l'autre comment la véhicule se charge pour éviter de faire disjoncter le compteur réseau, enfin ou le disjoncteur réseau, sans non plus se limiter sur quel appareil on peut alimenter à la maison et de se réfléchir, tiens, est-ce que je peux allumer la machine à laver ou est-ce que je peux allumer le climatiseur? Parce que on sait que la voiture est en train de se charger et que si on met trop d'équipements allumés à la fois, ça va disjoncter. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Dans un cas extrême aussi, si vraiment on arrive à 30 ampères de consommation ici, automatiquement la charge du véhicule sera arrêtée et la borne va vous indiquer qu'il y a une alarme parce qu'il y a une surcharge et la charge du véhicule a été stoppée. D'accord? J'espère que c'est bien clair pour cette fonction. Autre fonction intéressante de ça, c'est que comme on mesure aussi toute la consommation d'énergie, on sait combien on consomme au niveau de la borne. Ouais, il y a une petite question, Paul, vas-y. Ok, Clément, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que les bornes sont bidirectionnelles? Est-ce que, voilà, par Euh, exemple, comme la borne ne sera pas pour recharger, est-ce qu'on peut, la bâtie peut remettre de l'énergie au niveau du réseau? non, ça c'est pas encore le cas. La borne n'est pas bidirectionnelle. En fait, il y a encore peu de véhicules hein, qui sont capables de réinjecter dans le réseau, sachant qu'il y a aussi des contraintes vis-à-vis de la régulation locale. Mais pour l'instant, la borne Victron Énergie là n'est pas ne peut pas le software, on va dire, n'est pas compatible avec ça. On va sortir une nouvelle borne dans je sais pas quand, mais la version numéro 2 de cette borne, quand elle va sortir, elle va intégrer cette fonctionnalité qu'on appelle V2G, Vehicle to Grid, donc la capacité que le véhicule se décharge dans le réseau, ou V2L, Vehicle to Load, donc la capacité que la voiture se alimente les charges à la maison. Mais bon, pour le moment, c'est pas quelque chose qui est encore possible, et ça fera partie des améliorations sur la deuxième version du produit. À savoir aussi que la deuxième version du produit, tant que j'y pense, elle sera Wi-Fi, mais elle aura aussi un port Ethernet pour câbler, parce que le Wi-Fi, c'est des fois c'est instable, des fois on peut perdre la connexion avec la borne. Donc dans certaines installations, on a vraiment besoin d'avoir une connexion permanente. Il y aura une version Ethernet, d'accord? Mais voilà, en tout cas pour répondre à la question, non, le véhicule to grid n'est pas pris en charge. D'accord? Donc ce que je voulais expliquer aussi tout à l'heure, si on revient sur ce cas de figure-là, c'est que comme ici on a un compteur d'énergie qui mesure tout ce qu'on consomme au niveau de la maison, que ça soit à la fois la charge de la voiture, mais aussi les consommations électriques domestiques classiques, on va pouvoir avoir dans le monitoring VRM tout le profil de charge du client, sa consommation d'énergie en kilowattheure d'un jour après l'autre, combien il consomme le week-end. On peut voir son profil de charge entre la journée, la soirée, la nuit. On peut voir la saisonnalité. Donc ça, c'est très intéressant. Si plus tard, on veut rajouter un système d'énergie renouvelable avec ou sans stockage, on va pouvoir avoir une précision qui est très bonne puisqu'on a des enregistrements de données qui sont faits via ce compteur d'énergie et qui sont stockés sur VRM au moyen du Cerveau GX où on peut aussi mettre on peut aussi mettre dans le Cerveau GX
une carte SD ou une clé USB flash, une clé mémoire, qui va, même si on n'a pas de connexion Internet, elle va enregistrer localement tout ce qui se passe et ce sera stocké pour traitement ultérieur. D'accord? Donc ça, c'était pour expliquer un peu la borne avec le compteur. Maintenant, on peut rajouter une troisième fonctionnalité ou une quatrième fonctionnalité plutôt, qui est d'intégrer la borne dans une installation qui possède déjà un système solaire sans stockage. Donc un système solaire en injection pure. Donc là, ce sera pas des produits Victron, puisque nous, Victron, on n'a pas de produits qui font de l'injection pure. En fait, si, on a le multi-RS qui, depuis 2-3 mois, là, a un nouveau micro-logiciel qui permet de faire de l'injection pure, c'est-à-dire qu'on met un multi-RS ici de 6 kVA. Il va pouvoir prendre jusqu'à 6 kW de panneau, 6, 7, même 8 kW de panneau, et injecter ici dans la maison sans utiliser de batterie. D'accord? Donc le principe de ce fonctionnement-là, c'est qu'on n'a pas quand on a un onduleur PV comme ça en injection pure, on n'a pas de batterie. Mais du coup, on a la possibilité d'utiliser la borne et l'appareil GX et le compteur pour détecter si à un moment on a ici de la puissance qui commence à repartir dans le réseau, ça veut dire qu'on a un excédent d'énergie solaire. On va pouvoir demander à la borne de charger la voiture avec cet excédent d'énergie solaire. Donc ça, c'est avec le mode auto, le mode automatique. Et donc même quand on n'a pas une installation solaire Victron, à partir du moment où on met un compteur d'énergie qui est compatible avec l'appareil GX, qu'on a un appareil GX et qu'on a une borne de recharge, on va pouvoir utiliser l'excédent solaire pour recharger la voiture. Donc ça c'est intéressant. Et puis enfin, la troisième et la dernière configuration, c'est quand c'est quand on est dans une installation complète Victron Énergie avec du solaire. Alors ça peut être du couplage AC, ça peut être du couplage DC. Ça peut être un seul des deux, ça peut être aucun. Mais on est dans une installation avec un onduleur chargeur, donc un multiplus ou un quattro ou un multi-RS, et un stockage batterie au plomb, peu importe en fait, au plomb, au lithium. Et du coup, là, dans cet écosystème Victron complet, on va pouvoir aussi intégrer la borne et faire les mêmes fonctionnalités que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le mode automatique, le mode planifié ou le mode manuel. Quand on est en mode automatique et qu'on a assez d'énergie solaire, que ça soit de l'énergie solaire des MPPT ou de l'énergie solaire d'un onduleur PV, et que les batteries ont un seuil de charge qui est suffisant, à ce moment-là, on va pouvoir aussi demander à la borne de automatiquement envoyer le surplus d'énergie solaire dans la voiture pour charger la voiture gratuitement et en gros ne pas utiliser le réseau ou ne pas utiliser le groupe électrogène et faire des recharges de véhicules qui soient gratuites en fait. D'accord? Donc, ce qui se passe dans ce cas de figure, c'est que pour donner différents exemples, euh, on peut mettre, si on met la borne en mode manuel, la borne, elle va prendre de la puissance sur l'entrée AC et elle va l'envoyer dans la voiture. Enfin, ou c'est plutôt, elle va dire à la voiture de charger avec cette puissance. Donc, si par exemple vous avez paramétré 10 ampères en courant de charge, la borne va autoriser 10 ampères au niveau de la voiture et ça viendra de n'importe où dans le système. Donc ça pourra venir du solaire en couplage AC, ça pourra venir de l'onduleur multiplus ou quattro si vous l'avez paramétré pour qu'il puisse renvoyer de la puissance sur son entrée AC in. Donc ça c'est ce qu'on appelle ESS. D'ailleurs j'aurais dû dessiner dans ce schéma un compteur parce que là il faudrait qu'il y ait un compteur, hein. Je suis désolé, il manque un compteur sur le schéma. Pour pouvoir faire ESS avec ACIN, il faut que vous ayez un compteur. Pardon. Et, euh, et en fait, si les batteries sont trop faibles ou que c'est la nuit et que il n'y a pas de solaire, à ce moment-là, la borne prendra de l'énergie sur le réseau ou sur le groupe électrogène, mais elle va charger la voiture quoi qu'il en soit. On est en mode manuel. Quand on est en mode automatique, la borne, elle chargera la voiture que quand il y a du solaire ou que les batteries sont suffisamment chargées. Et évidemment, il faudra aussi que vous ayez autorisé dans les paramétrages que les batteries de la maison rechargent la voiture. Des fois, on n'a pas envie de faire ça, ou des fois, on accepte de le faire, mais que jusqu'à un certain seuil de batterie. Donc tout ça, c'est configurable au niveau de la borne. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez en fait définir la manière que vous préférez ou la manière que votre client préfère
Évidemment, il peut aussi changer puisqu'il peut à tout moment passer en mode manuel. Si par exemple on a un voyage qui est inattendu le lendemain et qu'on a vraiment besoin de charger la voiture toute la nuit pour être sûr qu'elle soit pleine à 100%, on peut passer en mode manuel, on peut mettre un courant de charge qui est élevé pour être sûr que la voiture soit pleine le lendemain. Et du coup, on va faire une charge avec du coup probablement le réseau puisque ce sera la nuit. Mais pour être sûr qu'on ait une voiture qui soit pleine pour faire un voyage le lendemain. D'accord? Donc là, il y a pas mal de configurations possibles et c'est ce qu'on va voir maintenant avec la dernière partie. Là, il nous reste plus que 8 minutes sur le temps. Sur la partie configuration, c'est ce qu'on va voir comment configurer la borne pour en gros réussir à atteindre, avoir le comportement souhaité. D'accord? Un dernier petit schéma que je peux vous présenter aussi, c'est de placer la borne sur la partie AC out. Donc quand on place la borne comme ça sur la partie AC out, la borne peut être recharger la voiture même quand on n'a pas de réseau ou même quand on n'a pas de groupe électrogène. Donc on peut être dans un site isolé. On n'a aucune source d'énergie externe, hors les batteries, le multiplus et le solaire. Et on va quand même pouvoir charger le véhicule. Mais on peut définir un seuil de batterie sur la batterie stationnaire qui est ici. On peut définir un seuil au-dessous duquel on veut pas descendre parce qu'on veut garder cette réserve de batterie pour les équipements de la maison. Euh, voilà, on peut le faire en branchant la borne sur AC out. Dans ce cas de figure, et évidemment, la borne, la puissance de charge que va prendre la borne va dépendre aussi de la puissance de votre convertisseur ici. Parce que si vous n'avez pas de réseau, pas de groupe électrogène, si vous avez un convertisseur ici qui fait que 5 kVA, donc 5 kVA, ça fait 4 kilowatts, la borne ici ne pourra jamais prendre plus de 4 kilowatts parce qu'elle est limitée par la puissance de votre convertisseur. D'accord. Et si vos charges ici, elles prennent déjà 2 kilowatts, vous n'avez plus que 2 kilowatts de disponible au niveau de la borne. D'accord? Mais cette configuration est possible. Donc même quand on est en pur site isolé, on peut charger sa batterie sans avoir de réseau, sans avoir de groupe, ou alors quand on démarre le groupe seulement de manière très occasionnelle, une fois de temps en temps quand il n'y a pas assez de soleil. Ou si par exemple on a besoin vraiment de charger la voiture et qu'on a des batteries qui sont pas assez pleines et pas assez de soleil, on peut démarrer le groupe. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était sur les schémas. Est-ce que Pape, il y a des questions là-dessus? Est-ce que j'ai oublié des choses? Non, ça va pour le moment. Ah, Ça va? Ok. ça va. Donc juste pour revenir sur la question précédente, là par exemple un système de 4 kilowatts crête, ça on peut imaginer que c'est un système de 4 kilowatts crête. On peut avoir par exemple 2000 watts ici en couplage AC, 2000 watts ici en couplage DC, mais on peut très bien aussi ne pas avoir d'onduleur, hein. C'est un exemple, hein. Il faut pas croire que c'est obligatoire. On peut très bien ne pas avoir ici d'onduleur en couplage AC. On peut avoir 4000 watts de puissance sur un MPPT. Un onduleur ici qui va faire 3 kVA, 5 kVA, 8 kVA, 10 kVA, c'est vous qui voyez, c'est vous qui dimensionnez. Mais en gros, l'exemple que je donnais, c'est qu'avec 4 kilowatts de puissance solaire ici, et si on consomme pas évidemment d'énergie à la maison, on va pouvoir recharger dans la voiture de quoi faire jusqu'à 75, 100, voire peut-être même si on a un véhicule qui est très économe en énergie, même plus de 100 kilomètres avec une journée d'ensoleillement. En moyenne en Afrique, évidemment. Donc dans certaines parties d'Afrique, on pourra faire plus, certaines parties d'Afrique, on pourra faire moins, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Ou si par exemple on consomme à la maison, puisqu'en fait un système de 4 kilowatts, il va pouvoir générer en énergie utile euh, à peu près de l'ordre de 14-15 kilowattheures. Donc si on consomme 7-8 kilowattheures à la maison dans les équipements, on va garder 6, 7, 8 kilowattheures pour la voiture et avec 6, 7, 8 kilowattheures, en général, on peut faire une cinquantaine de kilomètres. Donc vous voyez que voilà, avec une installation qui fait 4 kilowatts de panneau, donc c'est un MPPT de 70 ampères ou 60 ampères, un multi plus ou un quattro ici de 5 kVA, on a de quoi alimenter une maison qui consomme 7-8 kWh et de quoi fournir à la voiture, de quoi faire 50 km par jour. Donc c'est tout à fait raisonnable. Et évidemment, si on a une maison qui consomme 15 kWh par jour, on peut mettre plus de panneaux, plus de batteries, un onduleur plus gros. On peut faire une installation en triphasé. Là-dessus, c'est du classique, hein, c'est du Victron. Vous avez la flexibilité de faire tout ce que vous voulez. Et encore une fois, c'est modulaire. Donc vous pouvez avoir
Le régulateur MPPT, vous pouvez en rajouter un deuxième plus tard. Le convertisseur, vous démarrez en monophasé, vous pouvez en ajouter un deuxième plus tard pour doubler la puissance en monophasé. Vous pouvez en mettre un troisième et faire du triphasé. Vous pouvez avoir deux bornes de charge si ça vous chante. Vous pouvez en avoir une en AC in, une en AC out. Enfin, AC in ici, AC out ici. Donc vous avez la totale liberté de dimensionner l'installation que vous voulez et aussi de faire évoluer l'installation en fonction du client, parce que le client, il va agrandir sa maison, il va avoir des enfants, il va peut-être acheter un deuxième véhicule, et donc en fait, la possibilité est là de faire évoluer son installation. Maintenant, on va parler sur l'installation et les paramétrages. Donc, l'installation, c'est très simple, hein. Le produit, il n'y a qu'un câble à connecter, le câble de puissance. Donc, le produit peut être installé en extérieur, comme je l'ai dit. Les câbles qui est recommandé, c'est de 6 à 10 millimètres carrés. Donc le 6 millimètres carrés est recommandé, mais vous pouvez être amené à mettre 10 millimètres carrés si vous avez vraiment une borne qui est loin et que vous avez, vos calculs de chute de tension vous imposent de mettre du 10 carré. Mais vous pourrez pas mettre plus de 10 carrés parce que les bornes à l'intérieur le permettent pas. Si vous utilisez un câble plus fin, du 4 carré par exemple, ou du 2,5 carré, il faut savoir que ça vous limitera dans le courant de charge. Parce que si vous utilisez un câble seulement de 2,5 carré et que vous voulez charger avec 32 ampères, la borne va pas vous l'interdire, mais par contre le câble, il va chauffer. Et voire même si le câble est long, il va y avoir des chutes de tension importantes. Ok. Il faut protéger la borne avec un fusible ou un disjoncteur de 40 ampères maximum, donc 40 ampères ou moins. Ça, c'est pour la protection contre les surcharges ou les courts-circuits. Et il faut aussi mettre une protection différentielle de type B. Donc, le type B, c'est une protection différentielle qui va réagir de manière appropriée aux appareils électroniques parce qu'en fait, on a une conversion électronique hein, dans le véhicule de AC vers le DC. Et cette conversion électronique, ça peut générer un certain type de défaut que le différentiel doit pouvoir détecter. Donc il faut mettre un différentiel de type B ou un différentiel de type AC, je pense. Donc, mais ça, vous voyez avec la fiche technique et les préconisations du fournisseur de la protection. Voilà. Éventuellement, vous pouvez être amené à mettre un répéteur Wi-Fi parce que la borne, elle peut communiquer qu'en Wi-Fi avec l'appareil GX. Donc, si la borne, on est dans une grande propriété qui a de la distance, le signal Wi-Fi peut être faible au niveau de la borne. Vous avez un indicateur qui indique la puissance du signal. Mais si le signal est trop faible, mettez un répéteur Wi-Fi entre le modem ou on va dire la box Internet et la station de charge pour que vous êtes sûr d'avoir tout le temps une bonne connexion. Là, je vous ai mis un lien quand vous recevrez la présentation par mail. Je vous ai mis un lien. Vous avez un tutoriel en vidéo qui explique comment on installe la borne et aussi comment on fait la programmation. D'accord? Donc une fois que vous avez posé la borne au mur que vous l'avez alimentée, vous allez faire différentes étapes de programmation. Donc là, je vous ai mis les principales qui sont vraiment celles que vous allez devoir faire obligatoirement pour ne serait-ce que pouvoir se connecter sur la borne et commencer à faire une programmation plus complexe. D'accord? Donc vous allez connecter la borne de charge sur le Wi-Fi. Vous allez modifier les identifiants d'accès web. Vous allez régler le courant de charge maximal de la borne. Donc ça va dépendre le courant de charge maximal, il va dépendre de la section de câble que vous avez utilisée, mais aussi et surtout de la capacité de l'installation du client. Voilà. Vous faites une mise à jour firmware, ça c'est toujours une bonne pratique quand on installe un produit Victron. Au moment où on l'a installé, câblé, on met à jour le firmware avec la dernière version, comme ça on est sûr qu'on est parfaitement à jour. Après, normalement, on n'a plus besoin d'y toucher, sauf si on veut avoir des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. Et après, au niveau de l'appareil GX, en fait, il faut que vous activiez la communication Modbus TCP. Et il faut qu'une fois que vous l'avez activé, il faut que vous alliez faire reconnaître la borne de charge. Donc c'est au niveau paramètres, intégration, dispositif Modbus, dispositif découvert. Là, il faut que vous activiez la borne de charge pour qu'elle apparaisse sur votre appareil GX. Et elle va apparaître sur le panneau d'affichage et après, elle apparaîtra comme un composant du système. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir paramétrer la borne. Alors là, c'est les paramétrages vraiment techniques. Hein. C'est pas le client qui va savoir faire ces paramétrages, c'est vous, l'installateur. Mais vous allez avoir différents paramètres qui sont accessibles. Je vais tâcher de vous les expliquer un à un. Ce sera peut-être pas forcément très clair, mais dès le début.
mais je vous ai aussi mis un lien dans la diapo suivante où vous avez le manuel qui vous réexplique aussi, peut-être d'une manière différente, à quoi servent chaque réglage. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir vous familiariser avec la borne. D'accord? Donc le principe, c'est quand vous avez connecté la borne sur le Wi-Fi, vous allez taper l'adresse IP, ou alors vous pouvez aussi y accéder via Victron Connect en Bluetooth, ou aussi via votre installation VRM. Donc je vais vous montrer, c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Donc vous arrivez sur un panneau de contrôle qui est comme ceci, et vous avez des réglages là, settings. Alors c'est pas encore traduit en français. Mais si vous allez dans chargeur, alors vous avez différents settings qui sont, on va dire, le network, c'est pour paramétrer le Wi-Fi. Vous avez le scheduler, là, c'est pour paramétrer les plannings de charge, si vous voulez interdire sur certaines plages la charge. Vous avez le light ring, là, c'est l'anneau lumineux. Vous avez différents réglages, là, je vais pas les détailler parce que ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée dans le webinaire. Ce qui va nous intéresser, c'est le réglage chargeur et le réglage GX device, là, appareil GX. Donc quand vous allez dans chargeur, en fait, vous allez définir si votre borne de charge elle est en position assez in ou assez out de l'onduleur. D'accord? Donc ça dépend de votre installation. Si vous êtes en off-grid, évidemment, elle sera sur AC out. Si vous êtes en connecté réseau avec ESS, elle peut être sur AC in ou sur AC out. Ça dépend. Si vous n'avez pas d'onduleur Victron, multiplus, quattro, multi-RS, à ce moment-là, peu importe, vous mettez AC in ou AC out, ça ne changera rien, puisque de toute façon, il n'y a pas d'onduleur dans votre installation. Là, vous avez le auto start, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Est-ce que vous voulez l'autoriser ou pas, hein? Enable, ça veut dire autoriser. Donc auto start, ça veut dire que quand vous rentrez, vous garez votre véhicule et vous branchez le câble, automatiquement la charge va démarrer. Si la borne est configurée en mode manuel, la charge va se lancer toute seule. D'accord? Si vous désactivez l'auto start, vous aurez à appuyer sur le bouton. Ou si vous avez une borne de charge qui n'a pas d'écran, vous allez devoir ouvrir l'application et démarrer vous-même la charge manuellement. D'accord? Ensuite, vous avez un réglage qui s'appelle Contactor Active When Charged. Donc là, vous pouvez mettre activer ou désactiver. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire est-ce que vous continuez à alimenter le véhicule en électricité quand il est plein ou est-ce que vous le coupez? Donc là, c'est disable. Donc ça veut dire que quand la voiture elle est chargée à 100%, ou sur certains véhicules aussi, vous pouvez définir un seuil, hein. Vous pouvez aussi ne pas autoriser la voiture rechargée à 100%. Mais une fois que la charge est atteinte au niveau de la voiture, la borne va couper. Il y a un contacteur dans la borne, un relais, et la borne va couper l'alimentation. Mais des fois aussi, avec certains véhicules, on veut pouvoir garder le véhicule connecté. Par exemple, si on veut pouvoir démarrer la climatisation ou le chauffage, alors que le véhicule est connecté à la borne. À ce moment-là, même quand les batteries de la voiture sont pleines, la borne continue à alimenter la voiture en électricité. Comme ça, si on veut préchauffer la voiture ou la climatiser, on peut le faire. D'accord? Là, vous allez définir max charging current, donc c'est de 6 à 32 ampères. Vous allez définir le courant de charge maximum que la borne peut autoriser à la voiture. Donc ça va dépendre de la capacité. Donc moi, à la maison, là, ça c'est mon installation. J'ai un raccordement au réseau qui est de faible puissance, j'ai que 3 kilowatts, donc c'est 12 ampères. Donc c'est la puissance max que la borne peut prendre, parce que sinon ça va faire disjoncter mon installation. D'accord? Là, le courant de charge minimum, c'est réglable de 6 à 32 ampères parce qu'en fait, le véhicule, il va pas pouvoir charger avec une puissance seulement de 1 ampère, 2 ampères ou 3 ampères. Enfin, ou du coup, si on parle en watts, ce serait plutôt 250, 500 ou 750 watts. Souvent, le courant de charge minimum d'un véhicule, c'est 6 ampères. Donc 6 ampères, ça fait 1100, 1200 watts. Voire certains véhicules, ça va être 10 ampères. Donc en gros, la borne de charge, elle va attendre qu'il y ait si vous avez par exemple 6 ampères là, comme c'est le cas avec mon véhicule, 6 ampères ça fait à peu près ouais, 1100, 1200 watts. Il faut que votre système solaire, si vous êtes en mode automatique, il faut que votre système solaire il donne au moins 1200 watts de plus que votre consommation pour que la borne automatiquement commence à charger la voiture. Ça, c'est la puissance de charge minimum. Donc ça, c'est important de comprendre ce concept. D'accord? Donc ça, c'est des paramétrages que vous faites. Le 6 là, du coup, il dépend de votre voiture. Pardon. Et le 12, il dépend de la capacité de votre installation électrique. D'accord?
Ensuite, vous allez dans GX Device, donc appareil GX, et là, vous allez paramétrer d'autres informations. Donc déjà, vous allez établir la communication avec l'appareil GX. Donc vous donnez l'adresse IP de l'appareil GX, ou alors vous demandez à la bande de le découvrir elle-même. Donc vous cliquez sur Discover, et si elle détecte, elle va scanner tous les équipements qui sont sur le LAN, hein. Et si elle détecte un appareil GX, elle va vous le proposer. Vous dites si vous voulez vous connecter avec. Donc c'est très important d'appairer l'appareil GX avec la borne, puisque du coup vous allez avoir des fonctionnalités beaucoup plus puissantes. D'accord? Et puis après, il y a des réglages ici. Donc, comme je vous disais, je vous ai mis un lien vers le manuel qui donne une description complète de chaque réglage. Le manuel est en français, donc ce sera aussi plus facile de bien comprendre. Mais en gros, là, au niveau de votre appareil GX, ce que vous allez définir, c'est que si vous avez une installation Victron, donc avec un onduleur chargeur Victron, des batteries, vous allez définir quelle est la capacité quel est le SOC, l'état de charge minimum que les batteries stationnaires doivent avoir pour autoriser la charge du véhicule. Donc moi, j'ai mis 50%. Donc ça veut dire que si mes batteries sont en dessous de 50%, à 30% par exemple, le charge de la voiture n'est pas autorisé en mode automatique. Si c'est en mode manuel, évidemment, en mode manuel, ce sera toujours la charge sera forcée. Mais si c'est en mode automatique, la borne de charge va attendre que mon solaire recharge mes batteries jusqu'à 50%. Et c'est seulement quand mes batteries seront à 50% que la charge automatique de la voiture avec la borne de charge pourra commencer. D'accord? S'il y a assez de soleil, évidemment, parce que s'il n'y a pas assez de soleil, ça ne commencera pas. D'accord? Donc c'est 50%, ça sert à ça. Et les 45%, c'est le seuil bas, c'est-à-dire que à 50%, la borne a l'autorisation de recharger la voiture. Donc s'il y a du soleil, par exemple plus de 1200 watts d'excédent solaire, on va commencer à charger la voiture. Si toutefois le soleil est un peu insuffisant, la borne de charge va un peu prélever dans la batterie pour compléter, parce que c'est 1200 watts, c'est la puissance minimum qu'on peut charger la voiture. Et du coup, ça peut décharger un peu la batterie. Donc, si la batterie descend, la batterie de la maison descend à 45%, à ce moment-là, la borne sera désactivée, il n'aura plus le droit de recharger la batterie. Il faudra attendre que ça remonte à 50%. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien compris ce concept. Ensuite, vous pouvez autoriser ou non la batterie ou le réseau pour le mode automatique. C'est-à-dire que le mode automatique, comme je vous l'ai dit, il va regarder la différence de puissance que vous avez entre votre solaire et votre consommation d'énergie. S'il y a assez de puissance disponible, automatiquement la charge de la voiture va commencer. La bande va autoriser la voiture à se charger. Si vous mettez Enabled ici, ça veut dire que vous autorisez quand même, si à un moment vous avez une toute petite baisse de la puissance solaire, vous autorisez quand même la borne à prendre dans la batterie ou à prendre sur le réseau pour continuer à charger la voiture et pour éviter en fait de faire des on-off intermittents. Parce que si vous êtes par exemple dans une journée où il y a des passages nuageux, vous pouvez avoir des pics une cinquantaine ou une centaine de fois dans la journée où en fait votre puissance solaire elle aussi en permanence. Et c'est un peu pénible d'avoir la voiture qui va charger, arrêter de charger, charger, arrêter de charger toutes les 20 secondes. Donc, le fait d'utiliser ça, enabled, ça va permettre de lisser un petit peu les variations et de faire en sorte que la borne de charge a l'autorisation de prélever un peu d'énergie sur le réseau ou sur la batterie pour continuer à charger la voiture en attendant qu'il y ait du soleil qui revienne. D'accord? Là, vous avez un timer, Battery Grid Power Timeout, donc c'est en minutes, c'est 5 minutes. En fait, c'est pendant combien de minutes vous autorisez votre borne à prélever sur la batterie ou sur le réseau en attendant que le solaire revienne. D'accord? Donc là, c'est 5 minutes. Donc ce qui se passe, c'est que à un instant T, j'ai assez de puissance solaire disponible dans mon installation, donc ma borne va dire à ma voiture de charger. La voiture commence à charger, mais entre-temps, soit j'ai allumé des charges à la maison, soit j'ai moins de soleil, et donc du coup, il n'y a plus assez de puissance solaire, donc on commence à prendre de l'énergie dans la batterie ou sur le réseau. À ce moment-là, la borne de charge va commencer à appliquer le timer de 5 minutes et va commencer à se décompter. 4 minutes, 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Et si au bout de 5 minutes, on est toujours en train de prélever de l'énergie sur la batterie ou sur le réseau, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de solaire, la charge de la batterie s'est arrêtée au bout de 5 minutes. Et la borne va se placer en attente et va attendre qu'il y ait à nouveau suffisamment d'ensoleillement pour recharger la voiture.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment le concept de base, c'est les réglages vraiment principaux. Ces deux-là, là, enabled et 5 minutes, là, battery timeout. Ça peut être 5 minutes, mais ça peut être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, c'est vous qui décidez. Vous pouvez pas mettre moins de 5 minutes par contre. Mais ça, c'est vraiment les deux réglages qui sont primordiaux pour le mode automatique. D'accord? Vous avez un troisième réglage ici que j'ai sauté tout à l'heure, mais j'ai fait exprès. C'est Allow Low Excess Solar Power for Auto Mode. Ça, c'est quoi? Alors, c'est un autre réglage. Je vais essayer de l'expliquer clairement en quelques mots. Comme je vous disais tout à l'heure, la voiture, elle a besoin d'au moins 1200 watts pour commencer à charger. Donc, la borne de charge va attendre qu'il y ait 1200 watts de puissance solaire en excédent pour commencer à charger la batterie. Mais si par exemple, on n'a que 700 watts de disponible, ça peut durer des heures et des heures. On a 700 watts de surplus solaire. Et en fait, la borne ne commencera pas à charger la voiture puisqu'on n'a pas atteint les 1200 watts. Par contre, si vous activez ce réglage, donc là, ici, vous mettez, au lieu de disable, vous mettez enabled. À partir du moment où vous aurez un tout petit surplus solaire sur votre installation, donc 700 watts par exemple, ou même 100 watts, à ce moment-là, la borne va commencer à charger la voiture parce qu'il y a un tout petit peu de puissance solaire qui est disponible. Donc évidemment, ça va beaucoup plus solliciter vos batteries ou votre réseau. Ça dépend comment vous avez paramétré votre onduleur chargeur ou votre installation Victron, comment vous priorisez l'un ou l'autre. Donc ça sollicitera beaucoup plus souvent le réseau ou les batteries, mais par contre, ça rechargera beaucoup plus facilement les batteries en mode automatique. Donc c'est un réglage aussi qui est accessible à ce niveau-là. Si vous voulez que dès que vous avez un tout petit surplus solaire sur votre installation, ça lance la charge de la batterie. Et évidemment, comme le surplus est tout petit, il y aura une grosse partie de la charge qui viendra du réseau ou des batteries. D'accord? Enfin, vous avez trois derniers réglages qui sont Overload Protection. Donc là, c'est si vous voulez autoriser ou activer la protection contre les surcharges. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que si vous avez un compteur d'énergie sur votre installation, ou alors vous avez un multiplus ou un quattro ou un multi-RS qui est en tête d'installation, vous savez combien de puissance vous prenez sur le réseau. Si à un moment vous dépassez la puissance à cause de tout ce que vous consommez à la maison, la borne de recharge va se couper et vous aurez la protection contre les surcharges qui va agir. Donc si ça je vous conseille de l'activer, vous mettez enabled et comme ça la protection contre les surcharges va agir pour ne pas surcharger votre installation électrique. Ça c'est le input current limit, donc ça c'est le courant aussi que vous avez au niveau de votre réseau. Donc ça aussi, c'est important de le paramétrer puisque ça va définir comment votre système va se comporter vis-à-vis du réseau et combien d'ampères il va pouvoir soutirer du réseau ou du groupe électrogène. Et puis enfin, vous avez Backup Battery Emulation. Donc ça, c'est pour faire l'émulation d'une batterie de secours. En fait, c'est quand on est dans le cas de figure que j'avais expliqué tout à l'heure, c'est celui-là. Pardon, celui-là. C'est un cas de figure où on a une installation solaire, mais on n'a pas d'onduleur chargeur, on n'a pas de batterie, mais on veut quand même pouvoir utiliser le mode automatique de la borne pour utiliser l'excédent solaire pour recharger la voiture. À ce moment-là, on va activer ce réglage qui est émulation d'une batterie. Donc, il y a la borne va faire comme s'il y avait une batterie, parce qu'elle a besoin de ça en fait pour faire son fonctionnement, alors qu'il n'y a pas de batterie. Voilà. Donc, c'est la raison de ce réglage. D'accord? C'est comme ça, si vous vous posez la question, vous savez. Et puis encore une fois, je le répète, si vous voulez approfondir ça, vous avez un lien ici vers le manuel qui explique chaque réglage point par point. Donc maintenant, j'ai essayé de vous montrer ça à travers un graphique que j'ai eu sur mon installation. Donc ça, c'est le VRM. Donc vous voyez, c'était la journée du 17 octobre. Donc vous voyez trois courbes ici. Vous avez en bleu, c'est la consommation domestique. Donc on voit une charge très faible. On voit ici des créneaux. Là, ça c'est le frigo. Et puis on voit des pointes d'appel de puissance le matin, le midi et surtout le soir. Donc c'est très classique, hein, une utilisation d'énergie domestique. Ici, vous avez en jaune la production solaire, donc une belle journée de production. Donc à la maison, j'ai pas une installation très puissante, j'ai à peu près 2400 watts de panneaux.
Donc voilà, on avait 1800, 1900 watts là à midi 13 heures. On a une belle courbe en cloche de solaire. Et en fait, on voit ici en rouge, c'est la puissance de la borne de charge. Donc au début, elle était en mode manuel. Après, elle est passée en mode automatique. Et on voit ici en mode automatique que la borne essaie de suivre la production solaire. Donc la puissance de charge ici, là, vers 10 heures du matin ou 10h30, elle était un peu moindre à la puissance de charge à midi, puisqu'on a à midi, on a un peu plus de puissance solaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fonction aussi de la consommation d'énergie, ici en bleu, donc ce qu'on utilise dans les autres équipements de la maison, la borne va s'ajuster et va faire monter ou descendre la charge de la voiture. Donc vous voyez là ici on a une session de charge qui a duré 2-3 heures et pendant 2-3 heures la borne a fait en sorte d'utiliser au mieux possible l'énergie solaire mais sans jamais pénaliser les consommations d'énergie qu'on avait à la maison pour la vie de tous les jours. Donc voilà, je pense que ça illustre assez bien ce que fait la borne. Alors là, après la borne, elle a été déconnectée là vers 13 heures. Soit le véhicule était plein, ou soit il y a eu un déplacement. Mais c'est pour montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et là, vous voyez que l'écart de 1200 watts, on le retrouve à peu près, puisque là, ici, la borne, elle est à 1300. Et ici, on a une consommation qui fait à peu près 150-200 watts. Donc en fait, il faut qu'il y ait un écart de puissance entre le solaire ici, pardon, excusez-moi. Le solaire, il est à 1500, 1600 watts. La consommation, elle est autour de 200. Donc il faut que la différence entre les deux soit suffisante pour avoir le minimum de charge du véhicule. D'accord? Et puis après, plus tard dans la journée, quand on a 1900 watts et qu'on consomme toujours la même chose, on a un peu plus de puissance disponible pour charger la voiture. Donc la borne de charge va envoyer plus de puissance dans la voiture. Et évidemment, là, j'ai une petite installation solaire, mais si c'était une installation de 4000 watts, on aurait beaucoup plus de puissance pour recharger la voiture plus vite. Voilà. Donc on peut faire, ouais, bon, on est un petit peu hors temps là, je suis désolé, mais on peut faire une petite démonstration juste sur le système, et puis de toute façon, on va conclure. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur mon système, sur mon VRM. Donc ici, c'est le système que j'ai à la maison. Et donc là, vous voyez, donc mon onduleur chargeur se trouve au centre. Ça, c'est la puissance solaire qui est disponible. Ça, c'est l'état de charge de mes batteries, donc elles sont à 79%. Ça, c'est mes consommations. Donc j'ai une installation ESS avec des charges non secourues, des charges secourues. Et ça, c'est combien je prends sur le réseau. Et là, on voit ici que le chargeur VE, donc la bande de charge, elle est en attente du soleil, waiting for sun. Donc elle est en mode automatique. Et si on zoome, on voit qu'il y a eu des petites sections de charge puisqu'il y a eu des petites pointes de production solaire. On voit et donc quand il y a des éclaircies dans la journée, alors bon là on est en novembre en France donc c'est pas un super ensoleillement hein, mais on a à partir du moment où on a un petit peu d'ensoleillement en fait la borne elle va automatiquement lancer la charge de la voiture et puis dès que le soleil disparaît au bout de 5 minutes elle va cesser la charge et petit à petit on va pouvoir charger la voiture comme ça. Donc là, vous avez ici le widget. Vous pouvez aussi avoir des raccourcis. Donc si par exemple la borne de charge, je veux la passer en mode manuel, je peux le faire. Donc là, si je la passe en mode manuel, je fais confirmer. Et là, automatiquement, voilà, waiting for start. Là, la borne, elle va commencer à charger avec 6 ampères la voiture, sous réserve que la voiture est pas pleine, bien sûr, mais là, c'est pas le cas. Donc là, ça devrait se lancer. Je pense que c'est en phase. Ah non, faut que je l'initialise moi-même. Donc là, en fait, je suis passé en mode manuel, mais j'ai pas lancé la charge. Donc là, je lance la charge. Je fais confirmer. Et maintenant, donc là, waiting for start. On va attendre que ça s'actualise. Et ça y est, start charging. Donc là, elle est en train de démarrer la charge et elle va charger la voiture avec un courant de 6 ampères. Donc ça y est, là, c'est lancé. Euh, pardon. Donc là, c'est lancé, voilà, et ça y est. Là, le véhicule se charge avec 6 ampères, donc 1284 watts. Et on voit qu'actuellement, cette charge n'est pas prise par le réseau,
puisque moi, mon système, il est paramétré pour ne pas prendre le réseau tant que je suis au-dessus de 77%. D'accord? Ce que je vais faire, je vais le mettre à 70%, c'est une valeur ronde. Ce sera plus facile à comprendre. Euh, et donc en fait, ce qui va se passer là, c'est que j'ai mis en mode manuel. Actuellement, j'ai très peu de solaire. Donc c'est essentiellement mes batteries qui fournissent la puissance. Mais en gros, je force la charge de ma voiture avec 6 ampères. Et donc mes batteries vont se décharger jusqu'à 79%. Et une fois que j'aurai atteint jusqu'à 70%, pardon. Et une fois que j'aurai atteint 69%, le réseau là va commencer à rentrer et c'est lui qui va charger la voiture. D'accord? Et c'est lui qui alimentera aussi tous les équipements à la maison. D'accord? Évidemment, s'il y a du soleil qui vient, le soleil va venir soulager les batteries. Et si il y a beaucoup d'ensoleillement et que on produit plus de 1300 watts, il y aura même un excédent pour recharger la batterie. D'accord? Donc là, vous avez compris, le mode manuel, il est très simple. Si je veux augmenter la puissance de charge et passer à 10 ampères, je vais passer à 10 ampères. Et là, vous voyez tout de suite que euh, le véhicule est chargé avec 2200 watts, donc 10 ampères, hein, 2300 watts. Donc là, en l'occurrence, il y a un petit appui du réseau parce que moi j'ai programmé c'est un multi-RS que j'ai ici, mais j'ai programmé mon onduleur pour qu'il décharge pas les batteries avec plus de 2000 watts. Comme j'ai des batteries qui font 10 kWh, je n'ai pas intérêt à les décharger trop vite. Donc le réseau vient aider. Donc voilà, ça c'est le mode manuel. Et en fait, le temps de charge est enregistré. Donc là, ça fait pas très longtemps, mais si la charge dure 30 minutes ou 1 heure, ce sera indiqué ici. D'accord? Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans la borne de charge elle-même. J'avais ouvert l'onglet. En fait, si vous allez dans, pardon, je vais essayer d'être clair. Si vous allez dans la liste des appareils sur VRM, vous allez retrouver tous les appareils qui sont dans votre installation. Donc là, moi, j'ai un appareil GX, j'ai une batterie de stockage stationnaire, j'ai un compteur d'énergie qui est placé au niveau en tête de réseau. J'ai la borne de charge et j'ai un multi-RS qui est un onduleur chargeur hybride tout en un avec du solaire. Et en fait, si je vais dans borne de charge, je peux cliquer sur panneau de contrôle et là, je vais avoir une page web qui s'ouvre et qui m'oriente du coup vers une interface qui a plus d'informations. Donc, c'est cette interface-là qui est ici actuellement. Donc, je retrouve un peu le panneau de contrôle qui est là. Et là, je vois également que ma borne de charge est charge avec 10 ampères en mode manuel. Si je veux, je peux piloter la puissance, donc je peux baisser à 8 ampères. Et vous allez voir que du coup, la charge au niveau de la station, elle baisse. Si je veux, je peux aussi arrêter la charge. Je fais stop et on a la charge qui s'est arrêtée et qui tombe à 0 watts. D'accord? Je peux mettre une charge automatique, mais là, je l'ai pas configuré. Et je peux aussi mettre en mode manuel, en mode automatique, pardon. Euh, donc, je peux relancer la charge automatique. Là, voilà, j'ai lancé. Ah non, faut que je mette start. Donc là, ça y est, j'ai lancé. Et en gros, la borne, elle est en waiting for sun, donc en attente d'ensoleillement. Donc elle va attendre ici que l'ensoleillement des panneaux dépasse 1200 watts, puisque je consomme presque rien ici en consommation. Et dès qu'il y aura assez de réserve, elle va lancer une charge automatique. D'accord? Malheureusement, je peux pas commander le soleil. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit éclairci là pour vous montrer que ça va démarrer automatiquement. Et une fois que la charge a démarré et que l'ensoleillement diminue, il y aura le timer de 5 minutes qui va se lancer et qui va poursuivre la charge pendant 5 minutes. Mais si dans les 5 minutes, il n'y a toujours pas assez d'ensoleillement, la charge automatique s'arrêtera. D'accord? Vous avez aussi un affichage là, en bas, un petit raccourci pour un autre type d'affichage, qui est un affichage comme ça, on voit la voiture. Et vous avez votre session, combien de temps elle a duré. Donc là, ça fait 53 minutes depuis que la voiture a été branchée ce matin. On voit que en mode automatique et en mode manuel, en tout, j'ai mis 1,19 kWh et on voit que ça m'a coûté 0,11 euros. Sachant que euh,
Non, pardon. La session m'a coûté 11 centimes d'euros et j'ai économisé 13 centimes. D'accord? Puisqu'en fait, la borne, ah oui, et ça c'est un élément important que j'ai oublié de dire, la borne, dans les paramètres, si vous allez dans, alors c'est pas dans Network, peut-être dans Général, si vous allez dans Other, vous avez en fait, vous allez définir le coût de l'énergie que vous payez sur le réseau. Donc moi, en l'occurrence là, je paye 20 centimes. Si c'était, vous étiez, je sais pas, au Sénégal, c'est 120 francs ou 150 francs CFA le kilowattheure. La banque va pouvoir vous dire combien vous économisez. D'accord? Donc si je reviens sur mon dashboard ici et sur cette page, je vais avoir ici combien j'ai économisé. Donc là, sur ma session, j'ai payé 11 centimes et j'ai économisé 13 centimes grâce au solaire et aux batteries. Donc ça aussi, c'est intéressant pour pouvoir faire un suivi économique de la borne. Et puis, ici, on a un total d'énergie. Donc, combien de kilowattheures ont été transférés de mon installation à la voiture à travers la borne depuis que la borne a été installée. Donc là, ça fait qu'un mois que je l'ai. Donc, évidemment, c'est pas beaucoup d'énergie. Mais voilà, je pense que vous avez un peu compris comment ça fonctionnait. J'espère en tout cas que vous avez compris. Et puis, si c'est pas le cas, vous avez toujours la possibilité de vous rapprocher de nos revendeurs qui pourront vous donner des explications. Et vous avez aussi d'autres webinaires en ligne. Vous avez aussi d'autres YouTubeurs qui ont fait des vidéos de démonstration et qui sont que vous pouvez consulter. D'accord? Donc là, si je repasse la charge en mode manuel, je fais Start. Vous verrez ici que la puissance va commencer à apparaître. Voilà, une petite animation. Et on voit la puissance qui est envoyée dans la voiture avec ici la session qui s'actualise et l'énergie et le coût. D'accord? Oui, une petite question, Pape? Ok, il y a juste deux petites questions. Est-ce que cette borne-là, on peut les utiliser pour les motos électriques? Euh, Comme il y en a J'avoue beaucoup qui sont que en je Afrique. connais pas très bien le sujet des motos. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit tout de suite, c'est le connecteur. Est-ce que le Mhm. connecteur sera adapté? Alors, il y a peut-être moyen d'utiliser un adaptateur. Mais c'est surtout que le courant de charge minimum de la borne, c'est 6 ampères. Non, Donc pardon. pour une moto, je me demande si c'est pas trop quoi, 1100 watts pour une moto. Donc il faudrait se renseigner. D'accord. Je sais pas aussi si les motos, elles utilisent le même standard de communication que les voitures, parce que comme je vous ai expliqué, la prise type 2, il y a des câbles de communication qui Mhm. permettent en fait à la borne de communiquer avec la voiture. Et si D'accord. c'est pas le même standard dans les motos, ça marchera pas en fait. Ok. Pour la deuxième Donc question, ça parle des 6 ampères. ouais. Maintenant, est-ce que c'est 6 ampères par phase ou bien 6 ampères par l'ensemble des phases? Ou c'est entre les deux? C'est 6 ampères par phase. Ouais, c'est parce que 6 ampères sur l'ensemble des phases, ça ferait 2 ampères par phase. Donc, non, c'est 6 ampères par phase. Mais moi, ma voiture, elle est en monophasé. Donc, voilà, à partir de 6 ampères, ça va commencer à charger. Ça fait 1200 watts. Mais pour les voitures qui ont un chargeur en triphasé, là, il faut se renseigner. Est-ce qu'il va prendre 2 ampères par phase ou est-ce que ce sera 6 ampères par phase minimum? Ou est-ce que le chargeur triphasé peut travailler que sur une phase aussi et prendre que 6 ampères sur une phase? Et éventuellement, après, quand il y a plus de puissance disponible, il peut commencer à travailler sur 3 phases. Ça, je sais pas trop. Il faut vraiment se renseigner plutôt avec les caractéristiques de la voiture. Parce qu'encore une fois, la bande de charge, elle, c'est pas elle qui a le chargeur de la voiture. Le chargeur, il est vraiment embarqué dans la voiture. C'est le OBC. Et la bande ne fait que communiquer au chargeur dans la voiture combien de puissance il peut prendre. Mhm. D'accord? Donc ça, c'est une Ok. subtilité qu'il faut connaître. Ouais. Mhm. Voilà. Bon, ben merci pas pour ton assistance. Je pense on va clore parce qu'on a quand même beaucoup dépassé le temps. Il est déjà 11h30. Donc, je vais arrêter la charge de la voiture et puis on va revenir sur la conclusion. Alors, donc, pour terminer sur ce webinaire, donc, comme on le sait, hein, maintenant les véhicules électriques, ça commence à vraiment se démocratiser partout dans le monde. En Afrique, ça commence à arriver. Quand je voyage en Afrique, j'en vois de plus en plus.
Donc c'est quelque chose qui commence à arriver et qui va devenir de plus en plus démocratisé. Donc c'est bien de se former, c'est bien de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir en profiter et c'est des nouvelles opportunités qui sont là. En Afrique, l'ensoleillement est fort, c'est quasiment le meilleur ensoleillement de la planète et l'énergie du réseau est faible et pas forcément fiable. L'énergie du réseau est chère, pardon. L'énergie du réseau est assez chère et pas forcément fiable. Donc, c'est encore plus pertinent d'utiliser une borne de recharge Victron qui va prioriser l'énergie solaire parce qu'on va pouvoir accomplir trois choses. C'est qu'on va déjà pouvoir charger à faible coût en utilisant l'énergie solaire. On va aussi pouvoir charger en utilisant une source qui est fiable, donc un onduleur multiplus quattro ou multi-RS avec des batteries parce que dans certaines régions, on a un réseau qui est pas présent ou alors qui est intermittent ou qui est peu fiable. Et donc, en fait, avec les solutions Victron et la bande de charge, on peut garantir aux utilisateurs de véhicules électriques d'avoir un moyen de transport qui soit très économique puisqu'ils peuvent quasiment charger gratuitement, qui soit fiable ils savent qu'ils vont pouvoir tout le temps le recharger puisqu'ils ont une installation autonome. Et du coup, ils vont pouvoir bénéficier de l'électrique et des économies que ça peut apporter sans forcément se dire ah oui mais moi ça marche pas dans mon pays parce que le réseau coûte trop cher ou le réseau n'est pas bon ou alors j'ai une toute petite connexion chez moi, je suis dans la banlieue et l'opérateur du réseau peut me donner seulement 15 ampères alors que moi pour charger ma voiture je voudrais avoir plus de puissance. Avec les solutions Victron, vous pouvez dépasser toutes ces embûches en fait. Il y a certains pays aussi, là, je discutais avec quelqu'un qui est au Burundi. S'il y a des Burundais ici, il me disait qu'il y a beaucoup de problèmes d'approvisionnement de carburant depuis des années presque. Et du coup, le fait de passer à l'électrique, ça peut être très avantageux parce que l'électrique, on va pouvoir charger à la maison tous les jours. On a assez d'autonomie dans la voiture, si on a grosse batterie dans sa voiture pour faire des centaines et des centaines de kilomètres. Le soleil, il se lève tous les jours, ça c'est une garantie qu'on peut apporter. Donc même s'il fait pas très beau, on va réussir à collecter quelques kilowattheures et on pourra avoir de quoi rouler sans se poser de questions en fait. Le but aussi de ce webinaire, c'était vous montrer que la borne de recharge, c'est un produit qui peut être vendu sans une installation Victron. Donc vous pouvez vendre que la borne toute seule. Vous pouvez vendre la borne avec un appareil GX, vous pouvez vendre la borne avec un appareil GX et un compteur. Donc vous pouvez faire des tas de choses intelligentes sans avoir une grosse installation qui coûte quand même beaucoup d'argent, avec des batteries, avec un onduleur qui va faire plusieurs kVA ou plusieurs dizaines de kVA. Donc ça peut être, disons, un premier pas pour trouver des clients, avoir des projets. Et après, petit à petit, quand les gens vont vouloir passer au solaire, ils vont pouvoir le faire avec cette borne qui, vous l'avez vu, en fait, est très flexible et totalement programmable. Elle peut communiquer de plein de manières différentes. Donc c'est vraiment un super produit qui peut permettre en fait de proposer des solutions aux clients pour gérer leur énergie de manière plus intelligente. Et puis enfin, un dernier point, c'est que l'approche modulaire de Victron permet vraiment de faire du sur-mesure et d'utiliser la borne un peu dans tous les cas de figure, donc qu'on soit en monophasé, qu'on soit en triphasé, qu'on soit avec le réseau, qu'on soit en site isolé, qu'on soit avec un groupe électrogène, qu'on ait du solaire sans stockage ou du solaire avec stockage. Vous voyez qu'on peut tout faire, en fait, on réussit à s'adapter. Et je pense que c'est vraiment un des gros intérêts de ce produit. Voilà. Donc on termine là-dessus. C'est vraiment super. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Au Merci. revoir.